Je rappelle que nos trois panélistes sont tous trois des fiscalistes. Alors, M. Régis Ediblé, qui est comptable professionnel agréé et fiscaliste, œuvrant en Europe, au Canada et au Bénin. Et bien sûr, les personnes de la DGI, à savoir Philippe Akalogo et puis Donald Solomiti, qui vont également nous présenter vraiment tout ce qui est régime d'imposition, fiscalité, que ce soit pour ceux qui sont ici au Bénin pour vouloir faire affaire avec le Canada, et ceux qui nous suivent depuis la ligne en ligne présentement, de pouvoir également savoir à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre s'ils veulent voilà, faire affaire avec le Bénin. C'est bon? Oui. Allez-y sans souci. C'est la présentation et puis... Bonsoir chers partenaires. D'entrée, je m'en vais vous dire que l'on a tendance à croire souvent que les impôts et les entreprises ne font pas fonctionner. N'est-ce pas? Donc nous allons essayer d'inverser cette tendance-là. D'accord? C'est d'ailleurs pour cette raison que quand la CCIB nous a invités pour nous entretenir avec vous sur le système fiscal béninois, les mesures incitatives et attractives qu'elle offre, les opportunités d'accompagnement, j'allais dire, qu'elle vous offre, nous n'avons pas hésité, nous n'avons pas ménagé d'efforts pour répondre présent à ce rendez-vous. Donc, mettez-vous à l'aise. Nous ne sommes pas venus ici pour prélever les impôts, mais nous sommes venus ici pour vous préciser que désormais c'est un cadre de partenariat qui nous unit, où la DGI va vous accompagner avec des mesures incitatives, et quand l'entreprise se serait stabilisée et quand l'entreprise va commencer à produire du fruit et à donner le bénéfice, alors l'État, en tant qu'actionnaire privilégié, pourra se positionner pour ces impôts. D'accord? Donc, mettez-vous à l'aise, il n'y a rien à faire. Nous allons échanger sur le système fiscal béninois. C'est vrai que le temps qui nous est imparti est suffisamment pour qu'on approfondisse les notions. Donc, nous allons parcourir l'essentiel. Ce sera fait en deux temps. Pour la première partie, que je vais vous présenter, ça porte sur le système fiscal béninois, ce que nous avons comme impôt, comment ça se porte. La deuxième partie, qui vous sera présentée par M. Donald Solomiti, portera sur les mesures incitatives et attractives du système fiscal béninois. Quelles sont les mesures qui peuvent profiter à un entrepreneur, à une entreprise installée au Bénin? Donc, M. Solomiti va s'occuper de cette question-là. Il est inspecteur vérificateur à la direction des grandes entreprises. Moi, c'est Philippe Akalogo. Je suis le directeur adjoint de la législation et du contentieux à la DGI. Merci. Ok, comme vous le voyez, ce serait juste un aperçu sur la fiscalité béninoise et ses mesures incitatives. Donc, la première partie, ce serait séquencé en deux phases. La première partie portera sur l'aperçu que comporte le système fiscal béninois, et la deuxième partie abordera, disons, les mesures incitatives et attractives dont vous pouvez bénéficier en votre qualité d'entrepreneur.
Ok, donc le plan se décline en 3 parties. La présentation du système fiscal et de loi. Deuxième partie, présentation des mesures incitatives de promotion de l'investissement privé. Et puis, troisième partie, les facilités et attractions offertes par le État. Si nous prenons le système fiscal béninois, le premier impôt auquel tout entrepreneur, comme salarié, comme homme d'affaires, est exposé, c'est les impôts sur les revenus. D'accord? Et en termes d'impôts sur les revenus, nous avons l'impôt sur les sociétés. Lorsque vous vous installez, vous créez une société au Bénin. D'accord? Et peu importe la forme de cette société, elle peut être une société anonyme, comme une société à responsabilité limitée. Vous êtes assujetti à l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du bénéfice que vous réalisez. C'est-à-dire la base de l'impôt, c'est le bénéfice réalisé auquel on applique un taux allant de 25% à 30%. 25%, cela concerne les entités industrielles, c'est-à-dire les sociétés de transformation, les sociétés qui peuvent être qualifiées d'industrie pour promouvoir ces sociétés. Le taux applicable est de 25%. Mais pour les autres entreprises, telles que les entreprises commerciales, les entreprises de prestation de services, les entreprises de négoce, le taux applicable est de 30%. Je viens de dire tout à l'heure que la base de l'impôt, c'est le bénéfice. Et pour avoir le bénéfice, c'est tout ce que vous avez vendu. Ça peut être des livraisons de biens, ça peut être des prestations de services. C'est tout ça là que vous rangez dans le lot des produits. D'accord? Et maintenant, pour vendre, on a nécessairement besoin d'acheter. Vous achetez ce que vous avez vendu si vous n'avez pas transformé, ou vous achetez des matières que vous transformez pour vendre. D'accord? Donc ces achats-là, ça constitue vos charges. Vous achetez aussi des services, électricité, téléphone, transport et tout ça, ça constitue les charges. Donc vous regroupez les charges aussi dans le second lot. Quand vous ferez l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges, ce que ça dégage comme bénéfice, c'est ça, c'est sur ce bénéfice-là que vous appliquez le taux correspondant. C'est-à-dire, si vous êtes industrie, c'est de 5%. Et si vous êtes une entreprise commerciale, une négoce ou de prestation de services, le taux est de 30%. Après cette taux-là, il faut dire que quand on va faire la soustraction produit moins charge, ça peut donner un déficit. D'accord? En cas de déficit, il y a un minimum d'impôt que l'État a prévu. Ça peut être 1% des produits encaissables et ça ne doit pas être en deçà de 250 000. Et dans tous les cas, le minimum à percevoir par l'État, c'est 250 000. Nous avons en deuxième position l'impôt sur les bénéfices d'affaires. Quand on parle bénéfice d'affaires, c'est ce bénéfice qui est réalisé par les professionnels libéraux, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas la qualité de commerçant. Je prends par exemple l'avocat, l'huissier, le notaire, les gens qui exercent des professions libérales. Ils sont dans ce lot. Indépendamment de ces gens-là, il y a des commerçants, mais qui ont des entités individuelles. Et généralement, au Bénin, c'est connu sous le vocable d'établissement. Les établissements, d'accord? Ceux qui créent des établissements, leur personne physique est confondue à la personne fiscale de leur entité, de leur entreprise, d'accord? Donc, toutes ces personnes sont regroupées ici aussi, sous le lot, sont concernées par
l'impôt sur les bénéfices d'affaires. Et la détermination de l'impôt sur les bénéfices d'affaires, c'est la même chose. Ça suit le même principe que la détermination de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire, tout ce que vous avez eu comme produit en vendant des biens ou en vendant des services, vous les regroupez, et les charges que vous avez supportées, tout ce que vous avez investi pour réaliser ces produits-là, ce sont les charges. Vous faites la différence et c'est sur le bénéfice que le taux est appliqué. Ici, le taux applicable, c'est 25% ou 30%. 25% lorsque il s'agit d'un établissement d'enseignement scolaire, universitaire, technique, le taux est de 25%. Mais pour les autres catégories d'entreprises, le taux est de 30%. Bien. En troisième position, nous avons l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Et là, qu'est-ce que nous pouvons retenir à ce niveau? Il y a des entrepreneurs qui, de façon passive, se font de l'argent. Ceux-là qui détiennent des titres dans des entreprises, dans des sociétés, qui achètent des actions ou des parts sociales dans les sociétés. Vous savez, lorsque on exploite la société, à la fin de chaque exercice, quand on dégage un bénéfice, l'Assemblée peut décider de la répartition de ce bénéfice. D'accord? Le bénéfice après impôt, bien sûr. Et là, la part qui vous revient, c'est l'impôt sur. C'est-à-dire, chaque citoyen doit payer l'impôt sur le revenu. Donc, si votre revenu se trouve dans cette catégorie-là, c'est-à-dire si c'est des dividendes que vous avez de la gestion des sociétés dans lesquelles vous avez des actions, alors l'impôt que vous allez payer, c'est dans ce lot-là, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Pour ceux qui ne sont pas résidents sur le territoire béninois et qui détiennent des actions ou des parts sociales dans des entreprises béninoises, le taux applicable est de 5%. Pour les autres, pour les actions régulièrement réparties, le taux est de 10%. Pour les sociétés à responsabilité limitée, le taux est de 15%. Donc c'est ce que nous pouvons retenir à ce niveau-là. Les non-résidents, le taux est réduit à 5%. Bien, impôt sur le revenu foncier, d'accord. Ce taux est de 12%. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je peux être homme d'affaires et exercer dans le domaine du foncier. Je peux acheter des immeubles que je mets peut-être en location. D'accord? J'ai des immeubles que j'ai mis en location. D'accord? Tout ce que j'engrange comme loyer de ces immeubles, je ne parle pas de vente. Si je fais des achats, ventes là, je serai dans les autres catégories. Soit c'est une société que j'ai créée, pour le faire là, je serai imposé à l'IS, ou bien si je le fais à titre individuel, je serai imposé à l'IA. Quand j'ai des immeubles que j'ai mis en location, d'accord, le revenu que je tire de mes immeubles en location, c'est ça que nous qualifions de revenu foncier, d'accord, et le taux applicable pour les bénéficiaires de ce type de revenu, c'est 12%. Nous avons la taxe sur les plus-values immobilières, ce que nous appelons TPVI. Son taux est de 5%. C'est-à-dire que j'avais acheté un immeuble, ou bien j'ai même hérité de cet immeuble. Aujourd'hui, peut-être la zone a pris de la valeur, d'accord, au regard des infrastructures qui sont nouvellement construites. J'ai décidé de vendre cette parcelle ou cet immeuble-là, d'accord.
la plus-value que j'aurai gagné, c'est-à-dire le bénéfice que j'aurai réalisé au regard de son coût d'achat. Ce bénéfice-là est exposé à l'impôt, à la taxe sur la plus-value au taux de 5%. Mais attention, c'est le vendeur qui supporte cet impôt, ce n'est pas l'acheteur. L'acheteur du bien, pour le sécuriser ou pour sécuriser l'acte de cession, lui, il soumet ça au droit d'enregistrement, à la formalité de l'enregistrement. Mais celui qui vend, c'est lui qui supporte la taxe sur la plus-value immobilière. Évidemment, parce que c'est lui qui vend, c'est lui qui réalise la plus-value. D'accord? Bien. En dehors de ça, nous avons l'impôt sur les traitements et salaires. Nous qui sommes de l'administration publique, ce que nous recevons, on appelle ça traitement. D'accord? Bon, on parle de salaire, mais le terme le plus approprié pour les travailleurs du secteur public, c'est les traitements. Les autres salaires, d'autres appellations existent telles que les émoluments, rétributions, ainsi de suite. D'accord? Ce que nous recevons, c'est aussi un revenu. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Tout citoyen, quel qu'il soit, qui gagne un revenu, doit payer un impôt sur son revenu. Donc, c'est en fonction de la nature du revenu que les impôts sont déterminés. Donc, nous qui percevons du salaire, c'est le net que nous recevons. Là, notre employeur est responsabilisé dans la collecte, dans le prélèvement de l'impôt sur notre salaire brut qu'il paye. Et c'est le net qu'il nous remet. Et il a l'obligation d'aller déclarer après chaque paiement de salaire, dans le 10 du mois qui suit celui au titre duquel le salaire est payé. Il a l'obligation d'aller souscrire la déclaration et de procéder au paiement des impôts sur salaire. Donc, quand vous êtes entrepreneur, vous savez que pour votre personnel, le personnel que vous employez, la loi vous fait obligation de retenir l'impôt sur traitement et salaire à la source et d'aller le verser. Quoi d'autre? Nous avons la taxe professionnelle synthétique. Voilà, la TPS, la fameuse TPS. La TPS, disons simplement que c'est pour les petites et micro-entreprises. C'est pour les petites et micro-entreprises. Lorsqu'elles sont créées et qu'elles réalisent un chiffre d'affaires en deçà de 50 millions, elles sont assujetties à cette taxe synthétique qui est assise sur le chiffre d'affaires. Donc c'est 5% du chiffre d'affaires. Pour les autres, où nous parlons d'impôt sur les sociétés, impôt sur le bénéfice d'affaires, c'est les grandes entreprises et les moyennes entreprises. Et cela s'entend, les moyennes entreprises, c'est celles, moyennes entreprises, dans le contexte béninois, c'est celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, mais inférieur à 1 milliard. Les grandes entreprises, c'est à partir de 1 milliard. Donc voilà, à peu près ce que nous pouvons retenir. Donc la TPS, c'est les entreprises, les petites et micro-entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 50 millions. Elles tiennent leur comptabilité et puis l'impôt à déterminer, ça fait 5% du chiffre d'affaires et puis c'est libératoire. Ok, nous avons le versement patronal sur salaire. En votre qualité d'entrepreneur, vous aurez à faire face à cela. Lorsque vous liquidez les impôts sur salaire de votre personnel et vous prélevez avant de leur payer le salaire net, c'est sur le même imprimé, j'allais dire la même déclaration que la part de l'employeur, la part de l'impôt de l'employeur est liquidée. Et ça fait la masse salariale. Le montant total des salaires que vous avez payés là, que vous multipliez par 4%. C'est 2%
pour le domaine commercial, négoce, prestation de services, industrie et autres, le taux est de 4%. Et le versement patronal sur salaire est à la charge de l'employeur. Mais l'ITS est à la charge de l'employé. Donc les erreurs qu'il ne faut jamais commettre pour ne pas susciter la colère fiscale, c'est que ne prélevez pas l'impôt sur vos personnels et gardez sa part vers vous. Quand vous prélevez, allez reverser. Il y a beaucoup d'entreprises qui prélèvent et qui gardent part vers eux. Et là même c'est de l'escroquerie parce que c'est pas ton argent. Tu as prélevé au lieu d'aller reverser, tu gardes sa part vers toi. C'est encore parce que même en dehors des sanctions fiscales, c'est passible de peine pénale. De sanctions pénales. Ok, nous avons la contribution des patentes. Par rapport à la contribution des patentes, ce que nous pouvons entendre par là, c'est un droit d'exercice. Lorsque vous voulez exercer une activité au Bénin, le droit d'exercice de cette activité, c'est ça la contribution des patentes. Et c'est un impôt qui alimente le budget de la commune sur le territoire duquel vous voulez vous installer. D'accord? Lorsque vous vous installez à Cotonou, ça veut dire que c'est la commune de Cotonou qui prendra cet impôt, la contribution de patente qu'on va prendre. Et la contribution de patente, elle est déterminée. Il y a un droit fixe qui est déterminé à partir du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Nous ne pouvons pas aller dans la profondeur. Et un droit proportionnel qui est calculé à partir de la valeur locative. La valeur locative, c'est, disons, je dirais le loyer. Si vous avez loué le local à l'intérieur duquel vous exercez votre activité, si vous avez loué, ou s'il y a des entrepôts, d'autres immeubles que vous avez loués, c'est la valeur locative de ces immeubles-là. Mais si vous n'avez pas loué et que vous êtes propriétaire, il y a une manière aussi de le déterminer. Je vous donner ces précisions où on parle de la valeur finale, on applique des taux qui aboutissent à la valeur locative. Donc, le taux du droit proportionnel est appliqué à la valeur locative. Donc voilà, je précise que la contribution des patentes, c'est un impôt local. Donc ça alimente le budget des collectivités locales. Collectivités sur le territoire de laquelle l'activité est exercée. Nous avons la contribution des licences. Les deux vont de pair, mais seulement que pour la contribution des licences, c'est pour les points de vente des boissons alcoolisées. D'accord? C'est la spécificité, ça. Ça alimente également le budget des communes. Nous avons la taxe pour le développement du sport. Et là, c'est pour les grandes entreprises. Et qui sont assujetties les entreprises qui réalisent tout au moins le milliard comme chiffre d'affaires. Et son taux, c'est 0,1% du chiffre d'affaires. Autrement dit, 1 pour 1000 du chiffre d'affaires. Donc voilà. Nous avons la taxe sur la valeur ajoutée. Ça, c'est un impôt universel et il est indolore et nous la payons cette taxe tous les jours que Dieu fait parce que c'est contenu dans le prix des biens et services que nous achetons. D'accord? Maintenant, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous devez connaître de cette taxe pour vos ventes? D'accord? Ce que vous allez vendre à vos clients, vous allez facturer la taxe et c'est le client qui paye. Vous comprenez? Tout ce que vous vendez, que ce soit du bien, que ce soit service, vous facturez la taxe sur ça. Le taux au Bénin, c'est 18%. Donc, sur le montant hors taxe que vous avez facturé à votre client, vous ajoutez 18% de ce montant hors taxe et le montant, toute taxe comprise que le client est censé vous payer, ça fait le montant hors taxe que vous avez facturé plus les 18% de ce montant qui constitue la TVA.
il serait fastidieux de vous demander qu'après chaque opération de vente, allez reverser la TVA irrelative. Donc l'État a décidé d'une échéance mensuelle. Au même moment que vous vendez, nous avons vu dans les autres impôts que avant de vendre, on a besoin d'acheter forcément, même si on transforme. D'accord? Sur vos achats aussi, c'est d'autres personnes qui vous les ont vendus, ce que vous achetez. Donc ils vont vous facturer la TVA. Ça, c'est cette TVA, vous supportez ça, parce que c'est vous qui payez en retour. Donc à la fin du mois, vous faites le point de vos achats, la TVA que vous avez supportée dans ce mois, vous faites son point. Ce que vous avez facturé à l'occasion de vos ventes, vous faites le point. Vous faites ce qui est facturé sur les ventes, moins ce que vous avez supporté sur vos achats. Et c'est la différence qui constitue la TVA nette que vous allez reverser à l'État. Et ça se reverse au plus tard le 10 de chaque mois. Vous avez compris? Bien. Taxe sur les activités financières et assurances. On appelle ça TAFA. Donc, si vous prenez les compagnies d'assurance et les sociétés, les différentes sociétés d'assurance, les banques, c'est un secteur un peu réglementé et c'est un secteur où se fait le commerce de l'argent. La TVA n'est pas exigible là-bas, mais en lieu et place de la TVA, c'est la taxe sur activité financière et assurance qui est exigible. Et c'est à un taux de 10%. Ça concerne les entrepreneurs, les banques et les assurances. Voilà. En dehors de ça, nous avons la taxe sur les produits spécifiques. Bon, comme produits spécifiques, si vous prenez par exemple les produits pétroliers, il y a des taxes spécifiques sur les produits pétroliers. Si vous prenez par exemple les produits cosmétiques, il y a des taxes sur ça. Si vous prenez le tabac, les boissons alcoolisées, il y a des taxes sur ça. Ce sont ces taxes que nous appelons taxes sur les produits spécifiques. Donc voilà pour les mesures incitatives et les mesures attractives. Je vais laisser M. Solomiti vous entretenir au sujet de cette mesure. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Donald Solomiti. Le directeur avait commencé à me présenter. Je suis également à la direction générale des impôts où j'officie en inspecteur des impôts. À la suite de la première partie de la présentation qui fait un peu comme un résumé des différentes natures d'impôts qu'il y a dans le système fiscal national, je voudrais me prononcer sur quelques mesures incitatives que nous avons pour accompagner la création et la fiabilité des entreprises au Bénin. Puisque, comme vous avez pu le constater, la liste des impôts qui ont été cités est un peu, il y a beaucoup d'impôts, les taux qui ont été développés tout à l'heure peuvent sembler un peu difficiles à supporter pour les entreprises. Donc, le législateur a voulu, pour un certain nombre de contribuables, pour une certaine catégorie d'activités économiques, atténuer un peu la charge fiscale pour permettre la prospérité des entreprises. Donc, allons-y tout de suite. Au niveau des premières mesures incitatives, tout à l'heure, il a été présenté l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices d'affaires. Et il avait été dit que le taux qui est appliqué, c'est 25 à 30% du bénéfice réalisé au cours d'une année. Maintenant, pour essayer d'atténuer un peu cela, il indique que toute entreprise qui est nouvellement créée, c'est-à-dire qui se trouve au cours de ces 3 premières années d'activité, on va leur accorder une réduction de cet impôt, 25% pour la première année, 25% pour la seconde année et 50% au titre de la 3e année. Ça veut dire quoi concrètement?
C'est-à-dire que si l'impôt à payer normalement c'était de 100 francs pour toutes les autres entreprises, celle qui est créée, qui est à sa première année d'activité, va payer 75 francs. Voilà un peu le dispositif pour atténuer un peu pour que la charge fiscale ne puisse pas compromettre la prospérité de l'entreprise de sa création. Donc, sur les 3 premières années, il y a ce dispositif dont vous pourriez bénéficier si vous êtes un utilisateur d'entreprise. Ok. En dehors de cette facilité, il y a beaucoup d'autres que nous avons. Il y a aussi le dispositif d'accompagnement des startups innovantes. Donc, toutes les fois que les conditions et l'appréciation permettent de démontrer que ça a été une start-up, c'est-à-dire une nouvelle entreprise qui est en train de trouver, qui est en train de se générer progressivement, il y a des réductions d'impôts qui sont accordées et qui sont prévues ainsi qui suivent. On bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les sociétés du versement patronal sur salaire pendant 2 années d'activité et une réduction de 50% des mêmes impôts au titre de la 3e année. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, on a dit toute nouvelle entreprise sur les 3 premières années d'activité, on va leur consentir une réduction d'impôt. Mais si en plus d'être une nouvelle entreprise, il s'agit d'une start-up considérée comme innovante, donc il faut être dans le domaine de technologie, il faut être dans la haute création, etc. On va aller plus loin dans les faveurs fiscales qui sont accordées et on accordera en ce moment une exonération totale de l'impôt sur les sociétés sur 2 ans, une exonération totale de l'impôt du versement patronal sur salaire sur 2 ans, et en plus de ça, au cours de la 3e année, on va faire une réduction de 50% sur ces impôts, ne serait-ce que pour favoriser la croissance de cette entreprise dans le temps. Donc, on a aussi des mécanismes de remboursement d'impôts s'il arrive que vous payez plus d'impôts que cela n'est dû. On a aussi des dispositifs qui permettent de procéder à des remboursements de crédit TVA dans un délai rapide de 30 jours à compter du jour de production de reçu complet à ce effet. Et ça, c'est très important de l'évoquer parce que si par exemple vous êtes une entreprise exportatrice de miel, vous êtes une entreprise exportatrice de coton, etc., tout ce que vous pouvez imaginer, si vous supportez de la TVA pour produire et que vous envoyez à l'étranger, vous n'aurez pas d'occasion pour collecter de la TVA. Donc, en ce moment, l'État va vous devoir un crédit de TVA qui sera dans votre comptabilité. Le travail qui est en train d'être fait et le dispositif qui a été mis en place par la Direction générale des impôts, c'est de rendre possible le fait que l'État rembourse dans un délai accéléré les remboursements de ce crédit de TVA et ceci dans un délai de 30 jours, ne serait-ce que pour faciliter, pour que la TVA ne pèse pas sur la trésorerie des entreprises qui opèrent au bénéfice. En plus de ces dispositifs qui sont plutôt généraux et qui s'appliquent à toutes les entreprises, sans égard donc à leur secteur d'activité, sans égard à ce qu'ils peuvent faire dans le pays, il y a des facilités qui sont plutôt réservées aux entreprises du secteur industriel, du secteur touristique, du secteur de la production, pour me résumer. Et donc, aujourd'hui, nous avons globalement 3 leviers. Nous avons premièrement le code des investissements, nous avons la loi sur les zones économiques spéciales et nous avons le statut de la zone franche industrielle. Ces dispositifs, qu'est-ce qu'il faut en retenir avant que nous n'allions dans le détail? C'est de privilégier en fonction de l'activité qui est réalisée, en fonction de l'objectif qui est poursuivi, c'est de faire le point pour savoir en quoi est-ce que l'État peut accompagner cette entreprise. Je donne un exemple. Vous êtes une entreprise qui désire transformer au Bénin le soja. Vous êtes une entreprise qui désire faire de l'élevage industriel. Vous êtes une entreprise qui est spécialisée dans la transformation des produits agricoles, dans la transformation agroalimentaire, etc. Vous soumettez
à l'État un projet industriel et l'État apprécie au regard d'un certain nombre de critères. En particulier, qu'est-ce qui est regardé? Quel est le volume de produits locaux à transformer? Quelle est la création d'emplois qui est envisagée? Et de cette création d'emplois, quelle est la portion qui sera création d'emplois pour les nationaux béninois et quelle sera la proportion pour les étrangers? Et plus vous serez en train de cocher les cases, c'est-à-dire lorsque la création d'emplois nationaux sera appréciée comme importante, l'État va donc décider de vous accorder des avantages fiscaux et douaniers que je vais développer tout à l'heure dans la suite de la présentation. Donc, je prends d'abord le régime fiscal de la zone économique spéciale. Je suis sûr que dans cette salle, tout le monde a entendu parler de l'ODIP. L'ODIP, c'est la zone économique spéciale qui se veut aujourd'hui être un écosystème intégré où l'entreprise qui s'y implante peut profiter d'une chaîne de valeur assez élargie pour pouvoir produire en toute quiétude et exporter vers l'étranger. Pour ce faire, l'État a accordé un certain nombre de facilités que nous pouvons décliner en deux phases. La première phase, c'est la phase d'installation et la seconde phase, c'est la phase d'exploitation. La phase d'installation, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est le moment où vous mettez en place les investissements structurants pour pouvoir produire. Par exemple, à cet état, vous allez importer des machines, vous allez importer de la technologie, vous allez importer tout ce qui vous sera nécessaire pour mettre en place l'outillage industriel, le matériel de production. Et donc, vous signez avec le gouvernement un agrément qui précise la durée de cette installation. Et à partir de ce moment, suivant les régimes qui seraient choisis, vous bénéficierez d'une exonération totale des droits d'entrée, vous bénéficierez d'une exonération totale des droits de douane sur le matériel, les outillages et les véhicules utilitaires qui seront destinés à la production, vous bénéficierez d'une exonération totale sur les pièces de rechange spécifiques qui peuvent vous permettre donc de mettre en place l'usine envisagée. Donc, voyez-vous, ce sont des mécanismes qui sont réellement étudiés et qui sont calibrés par rapport aux besoins d'investissement de tous ceux qui peuvent en exprimer la capacité. Maintenant que la phase d'installation serait achevée et que vous êtes dans une zone économique spéciale, l'État va décider en ce moment, en fonction du volume d'investissement réel qui a été mis en place, l'État va décider de vous accorder des exonérations qui correspondent en ce moment à la phase d'exploitation, c'est-à-dire au moment où vous commencez à produire et au moment où vous commencez à vendre, à réaliser du profit. En ce moment, de 0 à 15 ans, donc sur une période qui fait 15 ans ce n'est pas rien, c'est le temps quand même pour amortir suffisamment les investissements qui sont réalisés et se retrouver sur une pente véritablement lucrative où l'entreprise est connue, elle a des assises, elle a de la sollicité. L'État se donne donc la patience nécessaire pour vous observer et en ce moment, vous ne payez rien au titre de l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas de retenir la source à faire, il n'y a pas d'impôt minimum à exiger, il n'y a pas de contribution de patente à vous déclarer, il n'y a pas de contribution de licence à vous déclarer, bref, vous êtes quasiment exonéré de toute nature d'impôt efficace pour pouvoir donc vous asseoir correctement et puis travailler en toute quiétude. Mais l'État ne s'arrête pas là. À l'issue donc des 15 ans, c'est-à-dire lorsque vous allez vous retrouver à partir de la 16e année d'exploitation, l'État va dire bon, vous êtes désormais une entreprise bien installée et qui fait du profit. Je veux maintenant en profiter aussi un peu. En ce moment, plutôt que de vous demander de payer un impôt sur les sociétés au taux de 30%,
On va en ce moment quand même vous faire une bonification de ce taux. Donc c'est un taux atténué de ce taux. Vous passez à un taux réduit pour l'IS de 15%, donc c'est pratiquement la moitié de ce qui est attendu pour une entreprise ordinaire. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez deux régimes. Il y a un régime des exportations et un régime intracommunautaire. Les deux semblent se ressembler, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. L'exportation au sens que cette loi a retenu, c'est exporter dans un espace autre que la CEDEAO. Donc vous pouvez aller vers la France, vous pouvez aller vers le Canada, les États-Unis, mais vous ne devez pas être dans l'espace CEDEAO. Maintenant, il y a le second régime, qui est le régime 2, qui est le régime intracommunautaire. Et ce régime-là, c'est les exportations réalisées mais en direction des pays de la CEDEAO. Donc voilà un peu, les avantages fiscaux sont similaires, mais petite nuance, si vous voulez exporter vers la CEDEAO, l'exonération ne va aller que sur un horizon de 12 ans au lieu de 15 comme nous l'avons vu dans le régime des exportations. Ça, c'est ce qui concerne la zone économique spéciale, vous savez, l'essentiel. Le même mot ici, c'est l'État accompagne, l'État réduit les impôts de manière à ce que l'entreprise se consolide, se mette notamment sur une pente lucrative avant de s'immiscer d'exiger un minimum d'impôts, lequel est également réétudié en ce cas. Que devons-nous retenir maintenant au niveau du code des investissements? Comme vous le savez certainement, toutes les entreprises ne peuvent pas rester au niveau de la zone économique spéciale. Ce n'est pas possible, tout le monde ne peut pas rester à Gauthier. Vous verrez certains investisseurs qui sont par exemple à Sénat. Vous en verrez d'autres qui sont à Zobotomé, d'autres qui sont même au nord du pays, etc. Les dispositifs sont également prévus pour ces entreprises-là, pour aussi les accompagner. Globalement, ce qui est à retenir, c'est que nous avons trois régimes privilégiés de base et nous avons deux régimes spécifiques. Les régimes de base, c'est le régime A, le régime B et le régime C. Ce qui diffère ici, c'est le volume d'investissement que vous envisagez de faire. Parce que plus vous allez investir, plus vous aurez d'avantages en termes de fiscalité. C'est le même principe. Les exonérations d'IS, de patron, etc. sur une période donnée. Mais cette période dépend du volume d'investissement que vous allez mettre en place. Par exemple, lorsque vous êtes sur un investissement de 50 millions à 1 milliard, vous êtes au régime A. Lorsque l'investissement est de 1 milliard à 50 milliards, nous sommes au régime D. Lorsque nous sommes au-delà de 50 milliards, nous sommes au régime C. Maintenant, en dehors de ces régimes qu'on appelle les régimes de base, il y a les régimes spéciaux. Voyez-vous, tout le monde ne peut pas faire de l'industrie. Certains peuvent s'engager dans le domaine touristique. Nous pouvons envisager par exemple de faire construire un hôtel 5 étoiles à Ouida, à Grand Coco, sur la route de pêche, à Bombay, où il y a à Porto Novo, si j'apprends qu'il y a un musée qui est en construction là-bas, et que le réceptif hôtelier n'est pas trop adapté, l'investisseur peut décider d'aller sur ces chantiers. Mais puisque à la base les autres régimes sont réservés pour la production, ça peut ne pas correspondre aux besoins. C'est pourquoi il y a d'autres régimes qui sont qualifiés de régimes spéciaux, le régime d'incitation sectorielle, et d'autres, un autre régime qui est le régime d'investissement spécifique. Bref, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, le vœu du législateur, c'est de se conformer à la dynamique de l'économie, de faire de la fiscalité un outil de promotion de l'investissement, un outil d'accompagnement des investisseurs qui le désirent. On va aller plus loin.
je voudrais terminer mon propos par ce que la DGI, la Direction Générale des Impôts, est aujourd'hui et ce que la Direction Générale des Impôts veut être d'après le président. La Direction Générale des Impôts aujourd'hui fait de la dématérialisation absolue de cette procédure et de son contact avec les usagers un point d'honneur dans sa stratégie. Qu'est-ce à dire? Par le passé, aujourd'hui nous sommes le 10 avril, c'est l'échéance de déclaration des impôts du mois de mars passé. En principe, en tant qu'agent des impôts, si on était il y a 10 ans de cela, je devais être assis dans mon bureau en train de recevoir toute une queue de contribuables qui viendraient à moi pour déposer des déclarations en papier. Aujourd'hui, la Direction Générale des Impôts a mis en place un portail informatique qui permet, sans aucun déplacement, sans aucun coût, sans contact avec un quelconque agent, rien qu'à partir de votre bureau, même avec votre smartphone, même depuis cette salle où vous êtes en formation, si vous avez des déclarations à faire, vous pouvez en quelques clics faire cette déclaration sans avoir de protocole particulier. Et cette dématérialisation va continuer de façon plus intensive puisque nous avons compris que moins il y a de contacts, moins il y a de tracasseries au niveau des contribuables, plus les entreprises sont performantes. Et donc, cette dynamique va continuer. Aujourd'hui également, nous avons une législation fiscale qui est plus transparente, qui est plus fluide, qui est plus facile à comprendre. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site internet de la Direction Générale des Impôts et imprimer le Code général des impôts en anglais qui n'existe pas. Donc, si vous êtes en contact avec un investisseur étranger qui vous demande est-ce que tu vois des législation sur tel aspect, vous pouvez aller sur le site de la Direction Générale des Impôts, télécharger les supports en anglais, par exemple, pour mettre à sa disposition. Nous sommes engagés dans la libéralisation absolue de l'information fiscale pour permettre donc que tous les acteurs puissent en disposer. Le Code général des impôts a été refondu en 2022 pour être plus souple, plus compréhensible, plus accessible dans un langage assez courant. Enfin, nous sommes en train de devenir l'administration qui a une politique de qualité claire. Aujourd'hui, si vous avez des plaintes, vous avez des supports, des contacts, des endroits où vous pouvez les formuler. Et cette dynamique va continuer à se consolider pour que nous puissions être résolument au service des partenaires que sont les entreprises. Je voudrais donc vous remercier pour votre écoute et tout en vous soumettant à la question. Merci beaucoup et pour l'attention soutenue, j'allais dire que vous avez prêtée à notre communication. Avant de prendre les questions, je crois la vision de la Direction Générale des Impôts aujourd'hui, M. Solomiti l'a déclinée à travers sa présentation. Et je voudrais vous dire que l'administration fiscale aujourd'hui vous considère véritablement comme des partenaires. D'accord? Et en cela que il y a de cela 20 ans, 30 ans, le visage que présentait l'administration des impôts est totalement différent de celui d'aujourd'hui. Alors quand on parle d'inspecteur des impôts, ça fait frémir, ça fait courir. Mais les responsables travaillent aujourd'hui à humaniser davantage le visage des impôts pour que nous soyons tous des partenaires. Et ce partenariat dont je parle est déjà
entretenu avec les agences qui accompagnent les petites et moyennes entreprises. Quand je prends aujourd'hui l'ADPME, voilà, l'ADPME, Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Sur un de leurs projets, certaines entreprises étaient en difficulté pour prétendre, disons, à un crédit qu'ils sont en train de mettre en place parce que ces entreprises restent devoir aux impôts, parce que ces entreprises ne sont pas connues des impôts, parce que ces entreprises ont des difficultés d'obtenir ce que nous appelons l'attestation de régularité fiscale. Mais quand le problème a été porté à la connaissance du directeur général des impôts, des mesures d'accompagnement ont été définies et aujourd'hui, ces entreprises sont aussi accompagnées sur le plan fiscal pour prétendre à ces crédits-là. Donc, c'est juste pour vous dire que ne faites plus des idées préconçues ou des préjugés sur l'administration fiscale. Si vous avez un problème, venez poser tranquillement votre problème. Si vous n'avez pas de solution auprès de l'inspecteur, demandez à rencontrer son chef de service. Si le chef de service a été incapable de vous satisfaire, demandez à rencontrer le directeur de la structure. Jusqu'au DGI, je suis sûr que vous allez trouver la solution, une solution beaucoup plus humaine. D'accord? Donc voilà, nous allons prendre quelques questions vu l'heure qui fait, on va pas trop. Merci. Merci à tous, merci à la Direction générale des impôts, à M. Philippe et à M. Donald pour la qualité de l'exposé, le niveau de détail très précis, très intéressant et je pense que ça a été très instructif. Ça va sûrement germer beaucoup de questions, mais avant ça, je voulais aussi vous remercier pour avoir clarifié le fait que désormais, je pense que vous avez martelé le message que la DGI est désormais un partenaire, se veut désormais être un partenaire et qu'il faut vous faire confiance et on peut travailler de commun accord ensemble. Alors, vu que le temps passe très vite et qu'on a encore un autre exposé par rapport pour cet après-midi, on va prendre très rapidement 5 questions. Donc on va y aller vraiment de manière concise et précise, s'il vous plaît. Je sais qu'on peut élargir nos questions, mais nos amis ici présents pourront, si besoin, vous laisser leur carte si vous avez encore un fleuronage de questions. D'accord? Donc on va commencer par monsieur ici. Vous avez une question, vous aussi, c'est bien ça. Donc on a au moins 4 questions. Allez-y. Merci beaucoup. Moi, j'ai personnellement apprécié la présentation et les différentes mesures qui ont été prises pour accompagner l'entrepreneuriat. Maintenant, je voudrais savoir au niveau des avantages que vous avez suivis. Je crois qu'il y a un taux de 25%, 50% quelque part. Et vous avez parlé d'un minimum de 250 000. Je ne sais pas, est-ce que le minimum, ces taux-là concerne aussi le minimum, ou bien c'est lorsque j'ai fait un bénéfice que ça t'applique, ou bien déjà de je suis obligé de payer le tout. Merci. Bon, comment on va procéder? On prend toutes les questions, on répond, et là c'est quelqu'un, ça doit répondre par rapport à la réponse de la démonstration. Excellent. Vous pouvez y aller aujourd'hui. Ok. Je me fais le plaisir de répondre à votre préoccupation. Si on calcule les coûts que le minimum a payé de 250 000 et que vous êtes à la première, la deuxième ou la troisième année, on applique la réduction à ces 250 000. On fait ça pour une première année ou la deuxième, ça viendrait à 75% de 250 000. Autrement dit, ce qu'il faut simplement retenir, c'est-à-dire les taux de réduction sont applicables à l'impôt dû. À l'impôt dû. D'accord? Donc, si l'impôt que vous avez liquidé à partir du taux proportionnel de 30%, le bénéfice que vous avez multiplié par 30% dépasse les 250 000, l'impôt dû serait le résultat que vous avez trouvé. Si vous êtes nouvellement créé, vous allez abattre ça de 25% et c'est les 75%. Deuxième année, c'est la même chose. Troisième année, dans la troisième année, ce serait de
dernière position. En termes de paiement d'impôt, les 250 000 viennent en dernière position. L'impôt que nous devons, c'est d'abord calculé à partir des produits moins les charges qui nous donnent le bénéfice réalisé. À ce bénéfice réalisé, nous multiplions par le taux qui est 30% ou 25% si nous sommes une entité de transformation. D'accord? Ce que nous trouvons là, nous comparons ça à l'impôt minimum. L'impôt minimum, d'abord, c'est de deux manières. Il y a 1% des produits, du total des 1% des produits encaissables. D'accord? Tout ce que vous avez encaissé, comme recette là, vous multipliez ça par 1%, vous comparez ça au premier calcul. Si c'est inférieur, c'est ce qui est calculé premièrement que vous allez payer. Mais si ce qui est calculé premièrement est inférieur à ce 1%, vous allez comparer ce 1% à 250 000. D'accord? Si les 1% sont supérieurs à 250 000, c'est les 1% qui représentent l'impôt dû. Et c'est à ça que vous allez appliquer la réduction de 25%. Mais si ça reste inférieur à 250 000, l'État dit, dans tous les cas, ce qui a payé n'est pas inférieur à 250 000. Donc vous prenez maintenant les 250 000 et vous appliquez les 25%. Vous avez compris? Donc dans tous les cas, vous dégagez, vous ne pas calculer l'impôt dû avant d'aller au minimum. Ça peut aller. Par rapport à l'aspect ATPME et impôts, parce que bon, on a quand même une entreprise familiale où on essaie justement de déposer auprès de la ATPME, mais ça requiert l'attestation fiscale, il y a beaucoup qui se fait entre le côté impôts, parce qu'il y a des montants dus qui sont pas nécessairement bien clarifiés. Donc je ne sais pas à qui est-ce qu'on peut s'adresser au niveau des impôts, est-ce qu'on peut s'adresser à vous, ça se passe à ce niveau. Par rapport à ce que vous avez dit avant. Merci. Ok. Ce que
explications, j'ai constaté qu'il y a un peu plus d'avancée par rapport à ce que voilà, on nous a appris dans le cocon familial. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour moi. Et oui, c'est bon, merci. Ok. Et merci. Je crois que la première préoccupation, c'est une invite en direction de la Direction générale des impôts à s'intéresser, disons, au monde estudiantin et à communiquer avec eux sur les possibilités, les avantages dont ils peuvent bénéficier s'ils décidaient à entreprendre. C'est bien ça. Okay. Parce qu'après avoir enregistré l'entreprise, ça, il y a des dispositions fiscales autres. Tout à fait. Donc nous prenons acte. Ça se fait déjà. Nous faisons des séances de vulgarisation avec les corps organisés, les différents ordres et autres, même en direction, quelquefois des étudiants, mais ce n'est pas encore soutenu comme vous le voulez. Nous allons essayer de porter ça à la connaissance, enfin cette doléance à la connaissance du directeur général, et des mesures seront prises dans ce sens. D'accord? Je vous informe également que nous avons une cellule de service aux contribuables. Une cellule de service aux contribuables qui s'occupe de la communication, de l'information, de l'éducation des partenaires. D'accord? Donc si vous avez, c'est érigé au rang de direction, et si vous avez des préoccupations comme ça, vous pouvez vous rapprocher de cette cellule-là. Donc, pour ce qui est de la patente, c'est vrai, il faut être du métier pour faire la différence. Sinon, c'est parce que le recouvrement de cette patente, de cette patente dont maman parlait là, ça se fait au marché. Bon, c'est cette patente que nous appelons patente foraine. Foraine parce que c'est pour des marchands ambulants qui n'ont pas une place fixe. Or, c'est un droit d'exercice, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire, aller vendre, c'est exercer, faire du commerce, exercer un négoce. D'accord? Donc, en fin d'année, il y a une période où cette opération spéciale est organisée et les services des impôts vont dans les marchés et puis pour recouvrer ce que nous appelons patente foraine. Donc, ça crée de la peur, ça. Je crois qu'aujourd'hui aussi, il y a des mesures qui sont prises et puis ça se fait de façon beaucoup plus disciplinée que dans le passé. Je pense que c'est juste une dernière question ici. Ok, bonsoir. Ma question concerne les exonérations au niveau des technologies de l'information et de la communication. Vous avez dit les startups ont une réduction d'impôt à partir du moment où on constate que c'est un startup. Or, déjà, les nouvelles sociétés créées ont une réduction. Si, parce que au niveau des startups, par exemple, il y a des projets où tu fais le développement, ça peut prendre 1 an, ou bien 6 mois pour aboutir à ça. Or, tu bénéficies déjà de réduction comme nouvelle entreprise. Est-ce que c'est à la fin du projet qu'on peut déclarer pour bénéficier encore de nouveau ou bien c'est avant cela? Ok. Le décompte de toute cette période-là, a priori, constitue à compter du démarrage d'activité. Donc, si vous n'avez pas eu la précise d'activité, la date d'immatriculation est le commerce fait quoi. Donc, il appartient à l'entrepreneur si je veux, par exemple, si c'est un logiciel que je veux concevoir, je peux concevoir avant de créer la société. Mais si c'est après avoir créé, il faut savoir que le décompte commence déjà au jour de l'immatriculation. Ma deuxième question, ça concerne la zone spéciale de Boutibi. Ça a un régime particulier. Maintenant, est-ce que normalement le siège doit se retrouver forcément à G10 ou bien ça peut être hors de G10? Bon, aujourd'hui, la loi qui a été votée a appelé ça régime de zone économique spéciale.
aujourd'hui, on n'a qu'une zone économique spéciale qui est celle de Guinée. Donc si demain, une autre zone se crée et qu'une entreprise s'installe là-bas, ce serait possible. Mais au jour où nous parlons, nous n'avons que la zone économique spéciale de Guinée. Puis on n'a pas de... Cela dit, il a donné des exemples d'autres entreprises qui ne sont pas installées forcément à Grosville, qui peuvent être à Floride, qui peuvent être sur la base de Porto et qui sont éligibles à des mesures de privilèges fiscaux. D'accord? Donc, ils peuvent être au cours des investissements régime A, B ou C, ou ça peut être régime spécial, d'accord? Mais la seule zone économique spéciale, baptisée et connue aujourd'hui, c'est l'Otigé. Demain, le besoin peut nous amener à en créer d'autres, et dès lors que ces zones sont créées, les mesures d'incitation fiscale les accompagnent. Je pense que les questions sont très bien répondues de manière complète. Je vais remercier M. Akalomo et M. Somakiti pour exposer la réponse très pertinente aussi. Je pense que le sujet fiscal est très intéressant. Pour tous ceux qui auraient d'autres questions, pour eux, vous pouvez les contacter de toute façon. Et leur présentation va être disponible. On va vous l'envoyer pour ceux qui reçoivent les communications de la Chambre. On va pouvoir vous partager leur présentation pour consultation ultérieure. Sans plus tarder, vu que l'heure file, je vais inviter M. Fetiblet pour nous présenter un peu les dispositions fiscales canadiennes pour l'enfer affaire au Bénin. Donc, M. Fetiblet, la parole est à vous. Je sais que le temps file et que vous allez savoir être concis et précis. Ça intéresse un peu tout le monde et ce sera pareil pour les questions-réponses. Merci à tous et M. Fetiblet, la parole à vous. Vous m'entendez bien? Donc, je vais essayer de faire ça court. Cette présentation a été faite là, hier, donc un peu en lien avec ce qu'on a entendu des participants à ce colloque, les besoins qui ont été exprimés. Et je vais essayer d'être assez bref, mais assez droit et sincère, pour que cela puisse toucher aux besoins. Et on connaît à la différence des officiers du ministère fiscal, je fais juste un jeu de mots là pour dire, à la différence de ceux qui représentent l'État, moi je ne représente pas l'État. Donc mon propos sera quand même avec un warning au début. Qui va être que, en premier lieu, les informations qui sont diffusées ici, ce sont des informations qui comportent mon délit de responsabilité. Donc, tout ce que vous allez voir sont conformes à la loi fiscale canadienne et québécoise d'aujourd'hui. Mais au moment où vous allez l'appliquer, ça va changer. Donc, il faut Et la deuxième chose, c'est que même si on présente des cas fictifs, ces cas fictifs-là ne peuvent pas être appliqués de sensus à un cas réel. Il faudrait faire aussi une adaptation. Donc c'est très important de garder ces éléments-là en tête quand vous allez prendre l'information. Il faut comprendre qu'au Canada, le régime fiscal est basé sur un régime d'autocotisation. Donc, clairement, un impôt est à payer par quelqu'un qu'on peut appeler un assujetti. Donc, chaque année, on paye un impôt lorsque on remplit les conditions d'être assujetti. Et le mot à retenir par rapport à ça, c'est le mot résident. Donc, si je suis un résident fiscal qui n'a rien à voir avec le résident civil, donc si j'ai une carte de résident ou si j'ai une citoyenneté canadienne, ça ne suffit pas pour dire que je suis un résident fiscal. Et si je n'ai pas de carte de résidence,
ça ne veut pas dire que je ne peux pas être un résident. Donc, le terme résident fiscal est complètement différent de tout le reste. Lorsque je suis résident, à un quelconque moment de l'année, alors je suis résident pour toute l'année. Mais que d'autres circonstances puissent venir les ans. La résidence fiscale au Canada doit être déterminée pour chaque année d'imposition. Elle vise ce que nous appelons une personne. Et une personne peut être une personne particulière ou une société ou même une fiducie. Et nous n'allons pas aller dans le domaine de la fiducie. On va regarder le particulier et une société. Et un résident, lui, doit soumettre son revenu pour toute l'année, sauf s'il y a une résidence partielle. Nous n'allons pas regarder trop la résidence partielle de suite. Le résident canadien, il est imposable sur ses revenus mondiaux. Donc, si je me présente comme un résident canadien devant l'administration fiscale, tous les revenus que j'ai gagnés, que ce soit au Canada ou à l'étranger, doivent être ramenés dans ma déclaration. Le non-résident, lui, par contre, il est imposable seulement sur le revenu qu'il a gagné en résidant au Canada. Donc, ça peut être du revenu d'emploi, ça peut être du revenu d'entreprise exploitée activement, ça peut être aussi un revenu qui tire des revenus canadiens imposables, comme par exemple un niveau. Il y a des notions pour déterminer en fait si je suis devenu résident à un moment donné. Il faut aller un peu plus en profondeur dans la loi a pris deux dispositions. Donc, ce qu'on appelle ici le résident de force. Ça veut dire que dans les faits, je me suis comporté comme un résident. Et dans d'autres situations, c'est que peut-être que je n'ai pas voulu le faire, mais on se retrouve à me considérer comme un résident fiscal. Par exemple, si je me rends dans le pays pendant 483 jours consécutifs, je suis venu en janvier, je suis reparti, je suis revenu en mars, comme ça, toute l'année, et à la fin de l'année, on se retrouve à avoir 183 jours, je deviens résident. Donc, le résident réputé va soumettre sa déclaration en lignant de toute l'année. Le résident, la notion de résidence réputée ici, c'est essentiellement pour les sociétés, essentiellement les sociétés qui sont constituées au Canada. Et la notion de résident de fait, elle va toucher des sociétés qui sont constituées de diverses manières. Donc, par exemple, une société qui était constituée avant le 7 avril 1965, mais qui a exploité un revenu d'entreprise exploitée activement après cette date-là, ou dans les faits, par exemple, c'est une personne. Il y a une personne qui n'est pas administrateur de la société, mais qui est la tête pensante, qui est la tête dirigeante de cette société, et qu'on en arrive à trouver des contrôles comme cela, on va bien considérer que cette personne dans la société réside à la mort de cette personne, si cette personne vivait au Canada. Je ne sais pas si ça va jusque-là. Est-ce que ça va? Nous allons regarder maintenant les mises en situation. J'ai préparé les mises en situation pour qu'on soit rapidement dans le temps. Le premier jour de cette conférence, de cette psychologue-là, on a rencontré beaucoup de monde et beaucoup de gens sont intéressés à écouler leurs produits au Canada. Mais ça peut se faire de différentes manières. On prend la situation d'un producteur de miel, par exemple, du Bénin, qui est désireux de vendre ses ventes au Canada. Alors on va regarder pour lui comment ça va se présenter. S'il décide, lui, d'aller s'installer lui-même au Canada, ça veut dire qu'il devient à la fois résident du Canada, alors qu'il était déjà résident du Bénin. Donc il a la double résidence, ce qui est tout à fait ordinaire. La double résidence, la triple résidence, c'est des choses qui sont vécues tous les jours. Par contre, ce que nous ne voulons pas, c'est que le même montant d'argent soit imposé deux fois. Donc on ne veut pas que l'argent qui a été généré une seule fois soit imposé deux fois dans plusieurs juridictions différentes. Donc pour éviter cela, on va aller voir des règles de départage pour pouvoir exclure le revenu d'une deuxième imposition par des jeux de crédit pour l'impôt étranger. Donc là, la deuxième situation ici,
c'est toujours un particulier qui, au lieu que ce soit lui-même qui aille s'installer au Canada, ben, il prend un autre particulier au Canada qui est résident seulement du Canada pour écouler ses produits. Donc, dans cette situation-là, il n'y a pas la même situation, la même considération que je viens de l'évoquer tantôt, c'est que la personne au Canada, lui, il va recevoir les biens et il va les vendre sur place. Et lui, dans sa déclaration d'impôt personnel, ce sont les recettes moins de dépenses qu'il a opérées pendant qu'il faisait qu'il a assumé pendant qu'il faisait ses opérations, qui vont lui permettre de déterminer le revenu net sur lequel il va se faire imposer. Donc, vous voyez, il y a vraiment une ligne étanche entre le particulier et le particulier. Ce que je voulais peut-être rajouter tantôt dans la présentation, dans le cas précédent, c'est que lorsque, dans les faits, une personne se trouve à être résident des deux bords, l'administration fiscale canadienne exige toujours un document qui provient de la Direction générale des impôts pour venir justifier que l'impôt a déjà été payé au pays, pour pouvoir permettre d'enlever l'impôt qui est dû au Canada. Et là, pour le troisième cas maintenant, si on choisit un particulier pour écouler ses produits au Canada, il choisit d'aller faire affaire avec une société. La société, il faut comprendre que la société, elle est imposable sur les revenus générés à chaque endroit où se trouve un établissement stable de cette entreprise. Donc, l'entreprise peut être une multinationale, il n'y a pas de problème, mais on va juste regarder les établissements de cette entreprise-là qui se situent sur le territoire canadien pour venir déterminer les revenus attachés à ces établissements-là. Et c'est sur ces revenus-là qu'ils vont entrer sa déclaration. On ne sait pas si. Donc, le particulier, encore, à ce moment-là, lui, le particulier qui est au Bénin, ça va rester transparent pour lui. Lui, il envoie ses marchandises et ça s'arrête. Je fais l'effet inverse. Pour un particulier qui envoie ses biens, en particulier canadien, ici, nous allons prendre l'effet inverse. C'est qu'un producteur de miel du Canada qui désire vendre au Bénin. Comment ça va se présenter pour les gens? Donc, le producteur canadien envoie ses produits au Bénin. Lui, on va avoir le même raisonnement, sauf que lui, le revenu qu'il va gagner au Canada, s'il est à la fois résident du Canada et résident du Bénin, il va rapatrier tous ses revenus du Bénin dans sa déclaration au Canada, alors qu'il a déjà payé l'impôt au Bénin sur son revenu. Donc, on va faire le même mécanisme, puis on va demander à cet individu-là d'apporter en preuve à l'administration fiscale canadienne la preuve de son impôt qu'il a déjà payé au Bénin. De la même façon, si au lieu de devenir lui-même résident, il prend un partenaire qui est résident du Bénin, qui est exclusivement résident du Bénin. À ce moment-là, lui, le revenu qui aura été gagné au Bénin ne sera pas inclus dans sa déclaration, sauf ce que lui aura vendu directement à ce partenaire. Donc, son revenu, ce sera toujours du revenu gagné au Canada et non pas du revenu gagné à l'extérieur. Et en troisième lieu, lorsqu'on choisit une société pour opérer, ce sera la même chose. La société va avoir son établissement stable au Bénin et les revenus de cette société-là vont rester au Bénin. Alors, il faut comprendre qu'ici, je suis allé un peu vite. Si nous prenons maintenant une situation dans laquelle un individu a des actions dans une société, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on se retrouve dans la situation d'un non-résident ou d'un résident qui a des actions dans une société qui opère au Bénin.
pouvoir remonter directement à lui, à sa déclaration de revenu. C'est de cette façon-là que l'on est revenu parce que le revenu qui est imposable au Canada, c'est un revenu de toute source de provenance. Peu importe la nature que ça prend à la fin. On parlait d'un revenu d'une entreprise exploitée activement, pour tomber dans le cadre d'un revenu qui pourrait être différent des revenus de valeur mobilière dont le directeur ici parlait. Donc, ça veut dire que nous devons toujours faire attention et dans vos opérations, il faudrait toujours penser un jour à la fiscalité que cela peut engendrer pour vous, les choix que vous pourriez faire en affaires pour pouvoir toujours prendre la bonne décision. Des décisions qui peuvent vous permettre de pouvoir limiter les risques au niveau fiscal. Pour terminer, juste pour donner une information d'ordre général, je vous apporte ici les taux d'imposition que vous pouvez voir, ici c'est en dollars canadiens. Vous voyez que le taux d'imposition, quand on est au Québec, on a une législation québécoise et fédérale. Donc, les deux combinés peuvent aller jusqu'à 53%. Vous voyez un peu? Donc, si vous opérez un commerce qui est florissant, il faudrait faire attention à comment vous voulez organiser vos affaires pour pouvoir payer quand même dans une mesure raisonnable. Et il y a aussi des choses qu'on nous met dans ce schéma-ci, c'est que lorsque on ramène l'imposition dans le cadre particulier, il y a des cotisations sociales à toutes les situations. Que vous soyez un employé ou un travailleur autonome ou un dirigeant d'entreprise qui gagne des dividendes, lorsqu'on ramène tous ces revenus-là dans votre déclaration, ça passe toujours par les mêmes lignes. Vous devez toujours utiliser les revenus, les cotisations, je dirais, sociales et les cotisations en impôts et les cotisations que j'appelle vraiment locales, par exemple les régimes d'assurance parentale, par exemple, tout le monde systématiquement doit payer pour pouvoir soutenir la croissance démographique. Donc, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Si on va au niveau des entreprises, ici au niveau des entreprises, je dirais que les deux, l'autre ici, va plus vous intéresser. Lorsque vous êtes une société canadienne ou une société qui n'est pas une société canadienne, qui est même si elle est créée au Canada, qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien, vous allez finir par payer de 6,5%. Alors que si vous êtes canadienne avec ce qu'on appelle le bénéfice de la déduction admissible pour cette entreprise, vous allez pouvoir baisser votre imposition. À ça, il y a aussi d'autres considérations qu'il faut regarder. Une personne qui envoie des biens au Canada doit payer des taxes, des droits de douane à l'entrée, mais ces droits de douane-là sont toujours conditionnels à l'article qui est importé. Donc, si c'est des biens alimentaires ou des biens transférés, les droits de douane sont taillés sur l'enchère. Et ce que nous appelons la TPS-TVQ, qui est l'équivalent du plus de la TVA. Ici, la TPS-TVQ est incluse dans le prix que le commerçant nous affiche. De l'autre côté, il est rajouté par-dessus. Donc, quand un Québécois vous présente un article qui fait $1, il faut savoir que c'est $1 plus 15% de taxes. Donc, ces taxes-là sont les taxes qu'il faut considérer dans votre prix cible. Et enfin, je vous présente le cabinet que je dirige, le cabinet Direct, dont je suis l'associé gérant, le cabinet qui existe pour les biens aussi.
Et si vous avez des questions, ça va faire plaisir. Merci beaucoup pour la clarté. Je sais que vous avez beaucoup plus à nous dire, mais vous avez essayé d'être un peu concis vu que le temps file. Merci pour ce petit chose. Je pense qu'on va juste prendre deux questions très rapidement, puisqu'on arrive à une heure assez tardive pour tout le monde. J'ai un monsieur au fond, donc on va commencer par parler. Merci, M. le Président, pour la présentation. Deux petites questions. La première, tout à l'heure, je voyais un peu dans les simulations. Est-ce qu'on tient compte des périodes? Je ne sais pas si les périodes de déclaration sont les mêmes là. Au Bénin, c'est peut-être en avril. Et au Canada, c'est en janvier. Je ne sais pas, je demande pour savoir. Quand ça, c'est pas la même période, moi je peux justifier que j'ai bien imposé au Bénin ou quel va être le mécanisme quand vous êtes un expert dedans. Selon les dernières questions d'ailleurs, pour le taux que vous avez affiché tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a Québec et le fédéral. Est-ce que c'est dans toutes les provinces qu'il y a des régimes, il y a un régime spécial ou bien c'est seulement le Québec qui a les deux? Merci. Le Québec il y a essentiellement deux provinces qui ont leur loi. D'ailleurs, toutes les provinces ont leur loi. Mais la seule différence, c'est que l'administration de leurs lois sont détachées dans deux provinces. Donc, au Québec, vous allez avoir deux déclarations, comme si vous aviez deux lois complètement parallèles. Tandis que dans d'autres provinces, vous allez avoir une seule déclaration dans laquelle on voudra calculer la déclaration fédérale et les éléments provinciaux qui vont être redirigés par la suite à la province. Pour les dates de déclaration, c'est toujours pour les particuliers le 30 avril qui est la date butoir, sauf lorsqu'ils ont des revenus d'entreprise pour ces choses. Ma question, c'est un récapitulatif, en résumé, j'ai bien compris. Disons qu'on a une entreprise qui est basée au Canada qui peut faire des affaires ici. Parce que toi, selon ton expertise et tout ce que tu vois passer, est-ce que ça serait donc plus simple quand on prend l'exemple du producteur, l'entreprise qui a les produits, une des services qu'elle veut aussi, est-ce qu'elle devrait faire affaire avec une entité ici? Donc, faire venir les marchandises de l'entité ici vers la vente, un distributeur qui réside ici, et vice-versa, c'est-à-dire que l'entité qui est ici veut exporter au Canada, est-ce qu'elle devrait envoyer donc ces marchandises au niveau de l'entreprise canadienne qui va donc faire la revente et éviter un petit peu tout ce qui est impôt. Ça permet de récapituler sa question, de la reformuler. Comment puis-je faire pour ne pas payer des impôts au Canada et faire du business au Bénin? Je comprends. En tant que bon fiscaliste, je te donnerai la réponse que tous les fiscalistes vont te donner. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Et ce que je fais comme choix à l'année 1 est complètement différent de ce que tu feras comme choix à l'année 2. Parce que là, ta question mélange les problématiques de rendement de ton entreprise, de trésorerie de ton entreprise, de vision à long terme de ton entreprise. Et accessoirement, toutes les questions liées au risque fiscal de tomber dans ce qu'on peut appeler l'évitement fiscal tout simplement. Donc, c'est le comité
communiquer avec M. Lacoulet pour avoir des conseils plus pointus. Je pense que le numéro de son cabinet sont là, il a ses cartes d'affaires. Donc toute personne qui se retrouverait dans la situation aurait des questions proches de celles de M. Bouamoussa pourrait se rapprocher du cabinet Edirex et pourrait avoir les conseils les plus adéquats. C'est bien cela, monsieur? C'est finalement payé. Super. Sur ce, je pense que notre atelier, nos ateliers de la journée arrivent à leur fin. Je veux remercier monsieur du cabinet Edirex pour ce brillant exposé. Merci beaucoup. Et je ne garderai pas le crachoir plus longtemps. Je vais demander au directeur général de la Chambre de commerce Bénin-Canada de venir et on va essayer de clore très rapidement l'atelier de la journée. Je vais inviter François, merci Christian. Je vais inviter François à vous dire un tout petit mot. Je pense qu'on vient de passer 4 jours ensemble. Même si on n'était pas physiquement ici, présent tous les 4 jours, on est en train d'arriver à une semaine très très intense pour vous, pour nous, au niveau de l'organisation et surtout pour François, qui a malmené de Cotonou à Ouida à Congo. Ça va continuer demain. Je vois de nouveaux visages qui n'étaient pas là depuis lundi. Je vais laisser François faire juste un petit récapitulatif de cette semaine avec vous. Je vais lui donner 3 minutes. Et après, je vais faire un mot de clôture avec vous, par respect, par honneur pour vous, parce que vous avez pris du temps, vous avez laissé vos compagnies pour être ici avec nous. On ne cessera jamais de vous remercier, parce que nous avons organisé cette activité pour vous, et on se doit de vous remercier pour le temps que vous avez consacré. Donc sans plus tarder, je vais inviter François à donner un mot de fin, un mot de motivation, un mot inspirant pour ceux qui ont manqué depuis lundi ces présentations. Merci. Merci Rétis. Ça fonctionne. Allô? Allô? Ok, il marche. Merci. J'espère que vous avez apprécié votre temps. Moi, j'ai beaucoup apprécié échanger avec vous. C'était ma 2e visite à Cotonou, au Bénin. La dernière fois, ça fait 17 ans. Je suis venu vous parler d'entrepreneuriat, je suis venu vous parler d'agriculture, je suis venu vous parler de transformation alimentaire. Le but est d'allumer une étincelle chez vous. Et j'espère qu'on a pu l'allumer au courant de la semaine, cette petite étincelle-là qui va vous faire rêver. Parce qu'un projet entrepreneurial part toujours d'un rêve. Il ne faut pas rêver en couleur, il faut rêver éveillé. Et rêver éveillé, c'est quoi? C'est de regarder ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est possible demain matin pour tout le monde ici d'être capable d'exporter au Canada? Peut-être pas tout de suite, mais ça peut prendre peut-être 5, 6, 7 ans, mais ça débute aujourd'hui. La plupart de mes projets entrepreneuriaux, sans exception, même un nouveau produit que je veux lancer, entre le moment où il est lancé et le moment qu'on peut espérer en vivre, même au Canada, c'est 7 ans. C'est 7 ans, il faut le faire avec passion. Cette semaine, j'espère que j'ai pu vous partager ma passion pour l'agriculture, ma passion pour l'entrepreneuriat, ma passion pour bâtir des entreprises. Et ce que j'ai découvert en venant ici, c'est non seulement des gens passionnés, des gens qui veulent réussir, mais j'ai découvert aussi des opportunités, même pour moi. Je ne sais pas si je vais le faire, mais quand j'ai vu la GDIZ, mon cerveau bouillonne depuis 2 jours. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux venir ouvrir moi-même ici? Ben, j'ai décidé, je vais voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si c'est possible de le faire. J'aimerais ça. J'aimerais faire découvrir votre miel, pour ceux qui sont dans le miel, aux Canadiens, aux Québécois. Est-ce que c'est possible? Définitivement. On sort d'une rencontre avec la ministre et le miel de karité est à Osaka, au Japon. En ce moment, les Japonais vont le découvrir. Ils sont en train de le découvrir. Ben, je veux faire la même chose au Canada avec votre miel de karité, avec votre miel de manguier. J'ai eu des produits de toi. Et je ne veux pas les ouvrir ici, je veux les découvrir au Canada avec ma conjointe, qu'on puisse les déguster. Parce que chez nous, on fait 4 types de miel. Tournesol, pissenlit, fleurs sauvages et citrouille. Parce qu'on fait la culture de citrouille et on déplace nos ruches. En conséquence, ça c'est moi. Parce qu'au Québec, on a du miel de pommier, on a du miel de bleuet, du miel de framboise, de fraise. Et c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Mais moi, ce que j'ai vu cette semaine, c'est des gens qui veulent réussir. Et ça, c'est beau à voir. C'est ce qui me passionne. Ça fait depuis 2012 que je donne des conférences sur l'entrepreneuriat.
Et c'est un plaisir pour moi d'avoir pu venir visiter Cotonou. Je sortais, comme Rétis le dit, je sortais d'une télé-réalité où j'étais enfermé pendant 71 jours dans une maison sans avoir accès à ce qui se passe à l'extérieur du tout. Et mon premier voyage d'affaires, j'ai même pas eu le temps de retourner à ma ferme depuis que je suis sorti. Je suis sorti pendant une semaine et je suis ici avec vous, avec passion. Et c'est sûr que ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et j'espère que j'ai pu... Ça fait déjà 3 minutes? OK, il reste encore 1 minute. Et j'espère que j'ai pu vous inspirer à voir comment on peut le faire. Soyez curieux, regardez ce que vous pouvez faire et ça ne prend pas toujours d'argent. Moi, j'ai une famille très pauvre, une famille rurale, on a élevé le mouton. Et avec le désir de vouloir réussir, j'ai pas eu besoin d'argent. J'ai eu besoin de persévérance, de travail et d'accepter qu'une entreprise ne se fait pas du jour au lendemain. C'est certain, lorsqu'on regarde les Instagram, les TikTok, on a l'impression que le succès est instantané. Or, ce serait le fun. Le seul succès qui peut être instantané, mais personne n'y a accès, c'est d'acheter une loterie et de le gagner. Mais ça, normalement, c'est 1 sur 13 millions, une fois 3 semaines. Donc, rêvez pas à ça, mais rêvez et veillez. Pardon? Oui. Donc, rêvez, veillez, c'est possible. Pensez au Bénin, pensez à l'exportation. Moi, ce que j'ai vu ici, j'ai vu des routes en construction. Ça veut dire quoi lorsqu'on voyage et qu'on voit des routes en construction? Ça veut dire que le gouvernement investit. La première place que les gouvernements vont investir, c'est dans les infrastructures, dans les routes. Vous avez en ce moment un gouvernement qui investit massivement, qui veut en faire. Puis ce matin, j'ai appris, comme ça, mais même plus au Bénin. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça va bien. Ça va pas parfait. On est loin de la perfection. Mais ça veut dire qu'ils ont décidé de mettre leur effort ailleurs parce que vous vous êtes pris en main. Et ça, pour moi, c'est rassurant. J'espère revenir plus tôt que tard et j'espère voir votre miel au Canada. J'espère pouvoir vous aider et j'espère peut-être emmener des entreprises canadiennes à s'installer ou à utiliser les services des entreprises dans la GDIZ. Oui, c'est ça. Et là, je continuerai tout le temps, mais je pense que je suis rendu déjà à 5 minutes et je prends du temps d'antenne de Rétis. Merci pour l'accueil chaleureux et encore, on va se voir tantôt lors du cocktail. Donc, merci de l'invitation. Merci François. Juste avant de dire mon dernier mot, mon mot de clôture pour ce premier colloque économique que notre toute jeune chambre de commerce Bénin-Canada a organisé, je voudrais juste attirer votre attention. Le dîner de clôture, c'est vraiment suite d'invitation. J'ai discuté avec plusieurs d'entre vous. Nous sommes très sérieux au niveau du budget. Nous avons envoyé des invitations personnalisées aux autorités, puisque nous voulons passer à une prochaine étape. Et il n'y a pas un meilleur moment ou un meilleur endroit où les contrats se signent. C'est autour d'un verre, c'est dans un cadre convivial. Donc si vous n'avez pas reçu d'invitation, ne le prenez pas personnellement. Nous travaillons au fait pour vous. Nous allons travailler pour vous. Nous allons poursuivre les discussions tout à l'heure avec les différentes autorités. Donc le dîner, c'est pour dire que le dîner de clôture est essentiellement sur présentation d'une invitation personnalisée que nous avons fait parvenir hier à 8h13 au conseil. C'est moi qui l'ai envoyé, je l'ai programmé. Donc regardez, ceux qui l'ont reçu, c'est sûrement dans vos spams ou dans votre boîte courriel. Ceci dit, je dis mon mot de clôture. Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette riche séquence économique du colloque économique Bénin-Canada. Je tiens à remercier chaleureusement chacun de vous, experts, entrepreneurs, investisseurs, institutionnels, pour la qualité des échanges, la pertinence des idées partagées et surtout pour votre engagement concret en faveur du développement économique du Bénin et du Canada. Ce que nous allons semer ici aujourd'hui, ce sont les graines d'un partenariat renforcé, durable et bénéfique pour nos deux pays que sont le Bénin et le Canada. La Chambre de commerce Bénin-Canada reste pleinement mobilisée pour donner suite à ces échanges accompagnés de projets identifiés et de continuer à créer des ponts solides entre nos deux économies.
Merci à tous. Merci à nos partenaires que sont la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin, l'Agence de promotion et des exportations du Bénin, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le Conseil national du patronat du Bénin, François Lambert qui vient de très loin, Coris Banque Bénin, Société AG, Sada Motors, Terra Oro, Lomédia que sont Bénin Rouge et fièrement béninois. Mesdames et messieurs, merci à tous et à très bientôt pour la suite de ce colloque avec la même énergie et la même ambition. Je vous remercie.